Hey, ici Margot et nous nous retrouvons pour la 5e vidéo sur l'anatomie du scénario, plus particulièrement sur le sujet de l'univers du récit. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que vous ne me connaissez pas, déjà, bonjour. Ensuite, je vous conseille d'aller regarder toute la série de vidéos parce que sinon vous n'allez rien comprendre et vu la longueur de la vidéo, ce serait quand même dommage. Et bien sûr, si toute cette série vous plaît, je vous conseille d'acheter le livre de John Truby, donc l'anatomie du scénario. Bon, maintenant que c'est dit, nous allons pouvoir commencer. Truby nous dit que c'est lorsque nous créons l'univers de notre histoire que nous commençons seulement à ajouter de la texture et de la puissance. Rien que ça. Mais comment, alors qu'on ne part de rien, un peu comme nous, créer un univers riche qui va soutenir notre narration? Eh bien, devinez quoi? Truby nous dit que la réponse se trouve encore et toujours dans le principe directeur. On va le connaître par cœur, notre principe directeur. Pour lui, l'univers et le principe directeur sont deux forces opposées, un peu comme la force de Dark Vador et de Luke Skywalker. Le principe directeur, c'est le mouvement linéaire qui permet de suivre la narration. Là où va le personnage et c'est les actions qu'il entreprend. Alors que l'univers, c'est tout ce qui entoure votre héros et les autres personnages de façon simultanée. Je vais continuer de tourner un petit peu. Prenons les mêmes exemples que nous prenons depuis le début, l'arnaque et Harry Potter. Je vous remets juste là le principe directeur et la ligne du thème de l'arnaque, pour éviter que je le redise encore et encore. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'univers. Pour ce film, c'est un faux lieu de travail dans une ville miteuse à l'époque de la Grande Dépression. Pour Harry Potter, pareil, je vous mets le principe directeur et la ligne du thème. Et pour l'univers du récit, il se trouve que c'est une école de sorciers dans un château médiéval magique. C'est précis. Reprenons maintenant les exemples de l'éclosion. Vous savez l'histoire de romance tirée de ma vidéo sur les clichés en romance que nous tentons de réécrire depuis le début. De même, pour rappel, je vous mets à la fois le principe directeur et la ligne du thème juste ici, et nous allons pouvoir regarder un petit peu ce que nous pouvons faire avec l'univers du récit. Pour moi, il y a deux lieux importants dans l'univers de l'éclosion. Le premier, c'est l'appartement miteux et sombre, qui est trop petit pour avoir des espaces d'intimité. Le second, c'est la faculté d'une petite ville, qui a l'aspect d'un pensionnat du début du XXe et au matériel vieilli. Bien, maintenant que nous avons décrit notre univers en une phrase, Truby nous demande de trouver l'arène de notre histoire. Pas forcément dans le sens arène de Hunger Games, mais on va y venir. Je m'explique. Selon lui, la plupart des histoires, ou même plutôt la grande majorité, se passent dans un lieu défini, un lieu clos, qui s'appelle l'arène. Les arènes sont quelque chose de très facile à mettre en place au théâtre, puisque tout doit se passer souvent dans la même pièce. Mais pour le coup, la plupart des romans ont tendance à créer des arènes trop grandes, qui ont tendance à fragmenter l'histoire, parce qu'elles se déroulent dans d'endroits différents. D'ailleurs, on peut citer quelques œuvres qui appliquent le conseil de Truby à la lettre. Comme je vous le disais tout à l'heure, Hunger Games a une arène, vraiment une arène pour le coup. Si on continue un peu dans les livres de science-fiction, il y a également Le Labyrinthe, Illuminae, Red Rising, ces deux derniers-là d'ailleurs chers à mon cœur, mais aussi des thrillers et des films d'horreur comme Shining ou The Panic Room. Après, Truby nous précise bien que toute l'action n'est pas obligée de se passer dans le même lieu. D'ailleurs, il y a 4 types d'arènes. On démarre l'histoire en présentant une arène générale très vaste. Puis après, on se met à zoomer sous des sous-arènes qui sont bien plus petites. Par exemple, Matrix, Star Wars ou Gatsby le Magnifique utilisent ce genre d'arène. Pour le coup, je pense que ce serait le genre d'arène que l'on pourrait utiliser pour l'éclosion parce que l'histoire se passe dans une grande ville, donc une arène vaste, même si pour le coup ça peut être aussi une arène assez définie. Et on va après zoomer sur plein de petits lieux comme l'appartement d'Anna, la faculté, pourquoi pas un café, un cinéma, selon les lieux qui sont associés aux différents personnages. Deuxième type d'arène, pour les histoires de voyage, Truby nous conseille de garder une zone qui reste fondamentalement la même tout au long du voyage. Que ce soit on traverse l'océan, le désert ou la montagne, peu importe, mais avec une multitude d'étapes que l'on peut connecter les unes aux autres. Titanic est un très bon exemple d'une arène de voyage. Troisième type d'arène, c'est l'arène circulaire. Et ce sont les mêmes caractéristiques que l'arène du voyage, sauf que à la fin, votre héros est revenu à son point de départ. C'est quelque chose qui est très utilisé dans la mythologie, notamment, on le sait, la mythologie grecque, avec Ulysse qui revient à son point de départ après plus de 14 ans d'absence, il me semble. Ce genre d'histoire est assez intéressante pour montrer l'évolution, la transformation du personnage qui est retourné dans un lieu qui lui n'a pas changé. Ou au contraire. Pour d'autres exemples que Ulysse, il y a aussi Le Monde de Nemo, Le Magicien d'Oz ou Alice au Pays des Merveilles qui utilisent ce type d'arène. Le 4e type d'arène est en fait composé de 2 arènes, puisque le but ici est de sortir votre héros de sa zone de confort. Souvent en fait on le voit d'abord évoluer dans une arène où il a ses aises, où il a ses habitudes, voire même où il est doué, puis d'un coup, une fois que le public a bien compris ce mécanisme, il est plongé dans une toute autre arène où il n'a aucun repère et où il va devoir utiliser ses compétences
qui était déjà existante, pour s'adapter à cette nouvelle arène. Maintenant que nous avons défini notre arène, vous commencez à connaître Ruby. Un truc qu'il adore, mis à part les étapes, ce sont les oppositions. Pour lui, l'univers est là pour exprimer les personnages, notamment les oppositions que nous avons créées dans les vidéos précédentes. Par exemple, pour l'éclosion, l'appartement est le lieu d'Oliver. Étroit, sombre, avec une impossibilité de s'individualiser et de s'isoler. La fac en général est le domaine de la professeure de littérature d'Anna et de ses faux amis. L'endroit veut montrer une image prestigieuse mais tombe en ruine et ne tient finalement debout que par la volonté de certaines personnes. D'autres lieux de la ville comme le café ou le cinéma pourraient être des lieux liés à Rulio, tournés vers la liberté, vers le monde extérieur et vers une vision plus moderne de ce que doit être la vie. Passons maintenant à la 4e étape pour créer votre univers. Vous devez associer 3 choses. La première étant les territoires, la seconde la population ou les espaces créés par l'homme, et la dernière, la technologie. Commençons par le territoire, le cadre naturel. Chaque décor, chaque cadre naturel a des significations pour vos lecteurs ou pour vos spectateurs. C'est pourquoi il ne faut pas les choisir au hasard, même si après vous pouvez jouer sur la signification des symboles pour vouloir dire totalement autre chose. Mais je vais vous donner quelques significations de base pour que vous puissiez vous retrouver. Par exemple, au niveau de l'océan, il y a 2 parties, il y a la surface et les profondeurs. La surface est un espace très abstrait, tout en étant totalement naturel. Le fait d'avoir cette étendue à perte de vue donne l'impression d'être en face d'un tableau de jeu, d'un échiquier, où se jouent les règles de survie les plus primaires. Au niveau de la profondeur, donc quand on descend dans les abysses, on a beaucoup plus cet effet de tridimension, d'apesanteur, de flottement, qui peut s'apparenter à une utopie, avec des mondes imaginaires sous la surface, mais aussi à la peur d'être avalé par les abysses et à ses secrets engloutis. L'espace est un deuxième lieu qui ressemble beaucoup à celui des profondeurs, puisqu'on a encore une fois, on est en tridimension, on est en apesanteur, mais c'est aussi un lieu où toutes les choses sont réduites à leur qualité principale, c'est-à-dire que moi je serai là-bas un être humain par exemple, il y aura le robot, l'alien, le vaisseau, la planète, on réduit les choses à leur définition même. C'est aussi un lieu où se prêtent facilement les quêtes et les mythes, avec l'exploration de l'espace, la question d'humanité et de l'aventure en général. La forêt est une cathédrale naturelle. Elle crée de l'intimité, mais c'est aussi un lieu pour se cacher, pour se perdre, pour chasser ou être chassé. La jungle, quant à elle, est une nature plus sauvage, plus brute. On y ressent souvent un sentiment de suffocation, c'est un lieu mortel où l'être humain redevient une bête et se retrouve face à face avec la théorie de l'évolution. Le désert et la glace peuvent être résumés en un seul et même point. Ce sont des lieux d'agonie. Ils sont brutaux et ce sont des endroits où les personnages viennent s'endurcir dans la solitude. L'île, comme la surface de l'océan, est un endroit qui paraît à la fois totalement abstrait et totalement naturel. En fait, c'est une version miniature de la planète. C'est un lieu isolé où toutes les formes de communauté et de vie peuvent être créées. Ensuite, la montagne est un lieu de grandeur peuplé de personnages forts. C'est aussi également un lieu de philosophie et d'harmonie où les prises de conscience se font. Mais c'est aussi un endroit de hiérarchie avec la loi du plus fort et l'isolement. La plaine est un espace de liberté, d'égalité, en opposition avec la jungle et la montagne. Elle peut aussi évoquer la volonté de survivre et la vie misérable. Enfin, la rivière est un chemin, une route qui éloigne de quelque chose ou approche d'une autre. Comme je vous le disais juste au début de cette partie, n'utilisez les cadres naturels que s'ils sont essentiels pour votre histoire et surtout, essayez de les utiliser de manière originale. Par exemple, vous pouvez faire de la montagne un lieu de liberté. Maintenant que nous en avons fini pour le cadre naturel, nous allons pouvoir nous concentrer sur les espaces créés par l'homme au niveau des populations. Ici, on parle de société ou de miniature de société que vous créez pour votre histoire. Cela répond à la question « Qu'est-ce qui unit votre héros aux autres personnages ?» Comme pour les cadres naturels, les espaces créés par l'homme ont des symboliques et je vais vous les donner tout de suite. La maison est un lieu de foyer, de famille. Le premier espace créé par l'homme, c'est le début de la vie sociale. Il y a plusieurs points importants à noter avec la maison. D'abord, l'opposition sécurité vs aventure. C'est un espace protégé, un cocon, mais la maison sert aussi de base solide pour pouvoir partir à l'aventure. Ensuite, il y a l'opposition sol vs ciel, parce qu'elle a des racines profondes, solides, dignes de confiance, mais elle s'élève et c'est un endroit d'attraction des rêves. Ensuite, nous pouvons parler de certains types de maisons. Par exemple, la maison chaleureuse. C'est une grande maison où l'intimité est possible, au contraire de l'appartement d'Anna par exemple. Elle offre à la fois sécurité et confort, et diversité par sa taille. Chaque personne fait ses activités personnelles, donnant à la maison un bourdonnement domestique. Mais ils peuvent aussi se réunir de temps à autre pour reprendre leur individualité par la suite. C'est une mini-communauté. Mais il y a également des maisons terrifiantes. Ce sont des prisons, une manifestation de la faiblesse et du besoin du personnage, de sa plus grande crainte. Elles représentent le pouvoir du passé sur le présent. On peut dire que l'appartement d'Anna est une maison terrifiante. Car il est étriqué, la communauté étant aussi inexistante que l'intimité, cela devient forcément une source de conflit. Enfin, l'opposition cave vs grenier. La cave est une représentation des enfers, des complots, des criminels, des secrets que l'on cache, des cadavres qui sont prêts à être sortis pour les besoins de l'histoire.
ou alors des toupies maléfiques si vous suivez bien mes vidéos clichés. Le grenier quant à lui est un lieu de réflexion qui favorise la pensée créative et donne de la hauteur au personnage. Les choses qui y sont cachées sont plus positives qu'à la cave, comme des trésors ou des souvenirs. Sortons un peu de la maison et passons sur le chemin. C'est l'exact opposé de la maison parce qu'il évoque l'aventure, l'exploration dans une histoire plus linéaire et est très lié au mythe. Troubi nous dit que pour rendre une histoire de voyage moins fragmentée, il est bon d'utiliser un véhicule. Plus il sera grand, plus il sera facile d'introduire des adversaires récurrents pour unifier l'histoire. Par exemple, le bateau du Titanic est toujours un très bon exemple. Passons maintenant à la ville de manière générale. C'est un espace tentaculaire représentant la société. Il y a différentes manières de décrire une ville, notamment comme si elle était un espace naturel. Par exemple, on peut parler de villes-montagnes. Ce sont des villes pleines de gratte-ciel, de hautes tours, où la hiérarchie de la société se fait verticalement. La ville-océan, elle, est plus tridimensionnelle. C'est l'aspect le plus positif de la ville, pleine de jeux, de liberté, d'originalité, où les citadins ont presque l'impression de flotter. Ensuite, nous avons la ville-jungle, dense, humide, les habitants sont décrits comme des animaux et la mort règne en maître et étouffante. Enfin, la ville-forêt, qui est la version positive de la ville-jungle où chaque personne vit en harmonie. Je vous ai évoqué tout à l'heure quelque chose d'intéressant, c'est la miniature. En fait, c'est une société ou un concept rétréci. On voit le monde mais avec des perspectives très éloignées qui nous donnent de la hauteur ou à l'inverse nous fait paraître tout petit. En fait, les miniatures sont souvent glissées comme des métaphores. Par exemple, la hiérarchie dans un lycée peut être une miniature de la société américaine dans son ensemble. Au passage, Troubi nous indique que les histoires où les personnages rapetissent sont toujours intéressantes car il oblige justement les personnages à revoir tout ce qu'ils savent de leur monde et à remettre les choses en perspective. Enfin, pour le cas où vous auriez deux arènes dans votre roman, par exemple comme Danse avec les loups, il est toujours intéressant de créer un passage entre ces deux arènes, entre ces deux mondes. Ce passage a son importance car il sert de transition, de préparation au public qui comprend que les règles changent car l'univers change aussi. Si cette technique est très utilisée en fantasy, vous pouvez l'adapter dans toutes les histoires. Par exemple, dans l'éclosion, on pourrait avoir la route qu'emprunte Anna chaque matin pour aller de son appartement à la faculté qui est considérée comme un passage entre deux mondes. Troisième catégorie, nous passons à la technologie. La technologie est un moyen pour vos personnages de se connecter au monde, mais aussi d'affirmer leur personnalité selon les outils qu'ils possèdent et de la manière dont ils les utilisent. Les outils peuvent être un moyen de devenir plus libre, comme par exemple les combinaisons des super-héros, ou au contraire de montrer comment la société les oppresse, comme par exemple l'anneau du Seigneur des Anneaux ou les caméras de 1984. Comme nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos, nos personnages tendent à évoluer. Et bien sachez que l'univers c'est pareil. Sauf qu'ici, Troubi nous dit que notre univers peut aller d'un extrême à un autre. Soit il est asservissant, c'est-à-dire que l'équilibre entre les territoires, les populations et les technologies est mauvais, on est très proche de la dystopie. Soit au contraire, ce monde a une relation entre le territoire, les populations et la technologie qui est bon. Il existe un réel esprit de communauté. C'est un monde de liberté, voire d'utopie. En plus de ces deux extrêmes, votre monde peut être une utopie apparente. En fait, il a l'air parfait sur la surface, mais est en fait asservissant. Comme par exemple le Truman Show. De même, Anna dans l'éclosion se trouve dans une utopie apparente. Elle pense que son univers est équilibré, et en fait ce n'est pas le cas. De ce fait, elle va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire que son univers de départ était asservissant. Maintenant que nous avons identifié notre monde selon tous ces principes, nous allons voir comment va se faire cette transformation, qui doit aller de pair avec celle du héros bien sûr. Troubi nous dit qu'il y a 7 transformations classiques possibles, mais après rien ne vous empêche d'en faire d'autres. Dans les 6 premières, le héros et l'univers suivent le même chemin, donc retenez ça pendant que je vais vous les citer. Dans le premier cas, le monde de départ est asservissant. Il empire au fur et à mesure de l'histoire pour finalement devenir un monde de liberté. Et ça grâce à la prise de conscience du héros et grâce à ses actions. Pour le deuxième cas, la faiblesse du héros est intimement liée au monde qui l'opprime et qui empire au fur et à mesure de l'histoire. Ici, la prise de conscience est négative et entraîne une destruction du monde ou un asservissement encore pire. Troisième possibilité, votre monde de départ est asservissant, mais le héros passe au milieu de l'histoire dans un sous-monde de liberté, avant une nouvelle redescente en enfer. Quatrième possibilité, votre héros débute dans un univers qui est un univers de liberté, mais fragile, vulnérable. L'équilibre est alors rompu et ça entraîne le déclin à la fois de l'univers et du héros. Cinquième possibilité, le début est heureux dans un monde heureux. L'équilibre est ensuite rompu, ce qui entraîne un déclin, mais le héros finit par reconstruire un nouvel équilibre, plus solide qu'avant. Sixième possibilité, au début de l'histoire, le monde semble être une utopie, mais est en réalité corrompu. Le héros finit par vaincre cet asservissement et parvient à créer un monde de liberté bien plus juste. Ce serait cette technique que j'utiliserai pour l'éclosion. Enfin, septième et dernière possibilité, c'est celle où le héros et l'univers ne suivent pas du tout le même parcours. La connexion entre le héros et l'univers se casse à la fin. Là où l'univers s'améliore, le héros lui va décliner, parce qu'il a une prise de conscience trop tardive qui entraîne sa perte. Nous venons donc de placer les 3 éléments majeurs, cadre naturel, population, technologie, et nous avons défini la manière dont va se transformer notre univers.
nous pouvons attaquer le quatrième et dernier point essentiel, la temporalité. Truby nous dit que même si vous écrivez une histoire qui se passe dans une autre époque, par exemple le passé, ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas juger la moralité des actions de nos personnages. Et même si, dans le passé, les mœurs et les coutumes étaient différents. Je cite, « Leurs erreurs ne nous sont montrées que pour nous permettre de nous juger nous-mêmes en nous comparant à eux. » Plutôt beau. De même, quand on écrit une histoire qui se passe dans le futur, on ne parle pas vraiment du futur, mais des conséquences de notre vie actuelle et de notre mode de vie actuel sur un potentiel futur. Deuxième élément de temporalité intéressant à utiliser, les saisons. Le cycle des saisons est un bon moyen de mettre en place une histoire circulaire, où la transformation du personnage, son épanouissement, son déclin, se fait au fur et à mesure de l'avancement de l'année. Truby nous donne un exemple possible de l'utilisation des saisons. Été. Les personnages coexistent dans un état de trouble et de vulnérabilité, ou dans un monde de liberté susceptible d'être attaqué. Automne, début du déclin. Hiver, personnage au plus bas. Printemps, renaissance. C'est une version assez classique, voire cliché de l'utilisation des saisons, donc vous pouvez tout à fait vous en éloigner pour créer quelque chose de plus original et qui a plus de signification pour votre personnage. Troisième point, les fêtes et les rituels. Ce sont des moments clés de l'année qui peuvent rythmer votre histoire. Par exemple, chaque saison de la série This Is Us commence avec l'anniversaire des 3 personnages principaux. Quatrième possibilité, le jour unique. Concentrez votre histoire sur un laps de temps très court pour la dynamiser. Si elle dure 24 heures, vous créez un effet cyclique. Votre personnage revient sur ses pas et donc tout a été accompli. Si elle dure environ 12 heures, vous créez un effet d'entonnoir et d'urgence. Le jour parfait est également une variante du jour unique, sauf que ce jour ne représente pas l'entièreté de l'histoire, mais une sorte de pause où tout va bien, avant la reprise bel et bien du conflit. Ce serait bien quelque chose que je pourrais utiliser dans l'éclosion. Un moment où tout se passe bien dans la relation d'Anna et de Julio, et où on croit que ça pourrait s'arrêter là, ce serait merveilleux. Dernière possibilité de temporalité, le compte à rebours. L'action doit être accomplie dans un laps de temps déterminé, ce qui donne à l'histoire un effet dynamique intense et renvoie à l'effet d'entonnoir. Je pense notamment à Gone, dont en fait, chaque titre de chapitre est suivi par un compte à rebours. Et pour le coup, c'est assez stressant. Dernière partie de la vidéo, votre univers est complet, votre temporalité est définie, il ne nous reste plus qu'à raccrocher ça à la narration, notamment au développement de notre héros à chaque étape. Oui, je parle bien des 7 étapes dont je vous ai parlé dans la deuxième vidéo, mais aussi de certaines étapes que l'on étudiera un peu plus en profondeur dans ma vidéo sur l'intrigue en 22 étapes. Ici, on n'en garde que 7 qui sont propices à rattacher l'univers. Faiblesse et besoin. L'univers du début est lié à la faiblesse ou à la crainte de votre personnage principal. Pour l'éclosion, il s'agit de la petite ville dans laquelle vit Anna. Rien ne change vraiment, les idées y sont très arrêtées et rien ne pousse à l'épanouissement. Désir. C'est le sous-monde dans lequel le personnage exprime son objectif. Pour le coup, ce sous-monde, c'est la fac d'Anna, là où son ambition se réveille. L'adversaire. C'est le lieu où votre antagoniste est le plus puissant. Pour nous, c'est facile, c'est l'appartement où réside Oliver. Apparente défaite aux libertés temporaires. Ça, c'est une étape que l'on verra dans ma vidéo sur les intrigues. Mais je vais vous l'expliquer rapidement. C'est un moment où votre héros, vers la fin, croit avoir gagné ou croit avoir perdu, puis finalement se relève ou finalement tombe encore plus bas, selon ce qu'il a déjà vécu avant. Pour l'éclosion, on est plus sur une apparente défaite. C'est le moment où Anna rompt avec Julio et s'enferme dans sa tristesse dans cet appartement qui l'étouffe et qu'elle avait cherché à fuir tout au long du roman. Rencontre avec la mort. Encore une étape que nous verrons dans ma vidéo sur les intrigues. Mais pour vous résumer rapidement, c'est un endroit où votre héros a l'impression qu'il va mourir. Je ne pense pas du tout utiliser cette étape pour l'éclosion, mais pour vous donner rapidement un exemple le plus basique possible, dans les mythes, c'est le moment où le héros atteint les portes de l'enfer. 6e étape, c'est la confrontation finale. Elle doit se passer dans le lieu le plus confiné de l'histoire pour accentuer cet effet d'entonnoir. Pour l'éclosion, elle se passe dans l'appartement d'Anna, plus particulièrement dans sa chambre qu'elle a partagé toute sa vie avec Oliver. 7e et dernière étape, celle de la liberté ou de l'asservissement. Un endroit précis doit représenter l'évolution de l'univers, qu'il se soit amélioré ou empiré. Pour Anna, c'est lorsqu'elle arrive à New York, cette ville aux 1001 possibilités, qui est l'inverse total de là où elle vient. Voilà, ce chapitre est enfin clos. Sachez que, encore une fois, ce n'est qu'un bref résumé de ce que vous pourriez réellement trouver dans le livre de John Truby. Il nous donne même à la fin du chapitre l'explication entière de l'univers de Harry Potter selon sa méthode. Donc franchement, allez la lire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à activer la petite cloche, soyez fous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du réseau de symboles, un chapitre que beaucoup de personnes qui ont lu le livre n'ont pas compris, donc on va pouvoir expliquer ça ensemble. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, mon podcast, tous les samedis à 10h d'ailleurs. Tous les liens sont en barre d'infos. Également me retrouver le dimanche pour les vidéos post-it à la fois sur YouTube et sur Instagram. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!